Hello les filles, on se retrouve pour notre deuxième classe sur le parenting, s'élever avec ses enfants à partir des enseignements du Rav Jacobson et de ce merveilleux livre écrit par Joy Galam et les cours de Vanessa Benzaken, que je vous recommande, mais qui n'est pas disponible. Il faudra attendre. OK, on était en train de discuter avant l'enregistrement d'un problème. Il y a parfois, dans certains couples, le papa qui est très cool, qui laisse faire plein de choses, et la maman qui est obligée, bien évidemment, d'éduquer, donc de redresser la barre. Comment est-ce qu'on fait quand on a toujours le rôle du mauvais flic et que la petite fille ou les enfants vont aller voir papa pour obtenir ce que maman ne veut pas leur laisser faire, d'accord? D'abord, un truc super important dont on a parlé la semaine passée, c'est qu'il faut toujours se souvenir, quand on parle d'un enfant, on parle de l'union de 3 personnes, d'accord? Hachem, d'accord, un papa et une maman. Okay, le papa et la maman, à quel moment est-ce qu'ils vont obtenir un enfant? Après s'être unis, donc être redevenu un. Je vous rappelle que Adam Arishon, lorsqu'il avait été créé, il avait été créé androgyne, d'accord? Donc il était shalem, il était complet masculin-féminin. Lorsqu'on enfante, entre guillemets, lorsqu'on crée un enfant, eh bien, on est dans la complétude, dans la shleimut, d'accord? Et c'est très important, en fait, lorsqu'on va éduquer, de retrouver cette unité, d'accord? De retrouver cette voie unique. Et comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va s'asseoir avec son mari et on va préparer. Je dis toujours, en fait, c'est simple, quand on a un projet professionnel, ben on s'assoit, on réfléchit, on va faire le business plan. On va dire, OK, je vais me projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que je veux exactement? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes ressources? OK? Et on va réfléchir, en fait, à un plan de travail, à un plan de développement. Un plan marketing aussi. C'est exactement la même chose, en fait, pour l'éducation. Il faut s'asseoir avec son mari et dire, OK, chérie, voilà. Devant nous, il faut d'abord qu'on sache qu'est-ce qu'on va donner, parce que quel est le but du parenting? On le disait il y a 5 minutes, c'est d'initier nos enfants aujourd'hui à des choses qu'ils devront faire en tant qu'adultes autonomes et indépendants dans le futur. Ok? C'est ça, en fait, l'éducation. Le chinour yeladim. Et donc, il faut réfléchir, qu'est-ce que je veux qu'ils fassent dans le futur? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire dans le futur? Donc, il va falloir que je me projette, en fait, quand je suis enceinte, dans 20 ans. Tiens, qu'est-ce que je voudrais que mes enfants soient? Comment est-ce que je voudrais qu'ils voient le monde? D'accord? Comment est-ce que je voudrais qu'ils interagissent avec leur père, P-A-R-S, mais aussi avec leur père, P-E-R-E, et leur mère? D'accord? Quelle relation j'ai envie qu'ils créent avec papa, avec maman, avec Hachem? D'accord? En fait, tout ça, c'est OK, une projection dans l'avenir. Voilà ce que j'ai envie d'avoir. Il faut aussi, bien évidemment, préalablement, avoir réfléchi à nos valeurs familiales. Parce que qu'est-ce qu'on va initier nos enfants à faire si on ne sait même pas de quelles valeurs, quelles sont nos valeurs à nous. D'accord? Donc, il y a déjà une nécessité de construction du parent. Et aussi de s'asseoir et de réfléchir ensuite ensemble avec son mari. OK, voilà, notre système de valeurs, c'est ça. Nous, ce qui est très important, par exemple, c'est la valeur familiale. C'est les valeurs spirituelles, la Torah. C'est peut-être, je ne sais pas, les valeurs de l'effort ou du travail. Ou peu importe, chacun, on a notre propre système de valeurs qui va correspondre en fait à l'alliance entre la personne de la maman et la personne du papa. D'accord? Qui viennent apporter des valeurs en commun et qui vont dire, OK, voilà ce qu'on a envie, nous, de déterminer comme nos valeurs familiales à nous, dans notre projet familial et notre projet éducatif. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut s'asseoir et il faut discuter. Et parfois, on n'a pas forcément les mêmes manières d'arriver à ces objectifs-là. D'accord? Peut-être aussi qu'en parlant de ces objectifs-là, le père ou la mère, celui qui est trop laxiste ou celui qui est trop strict, va pouvoir revenir un petit peu sur ses positions de départ, d'accord? Parce qu'il va se dire, par exemple, bah attends, c'est sûr, en fait, si mon but, c'est de l'initier à, parce que je veux que ce soit une fille qui ait le goût de l'effort, par exemple, qui sache que, voilà, j'ai envie qu'elle ait cette satisfaction d'avoir fait un effort personnel, d'accord?
je sais pas si c'est quelque chose peut-être qui peut parler à ton mari, je sais pas. Je veux que je te dise, le truc, c'est que, parce que là, je suis en train de tout réfléchir en même temps. Je me dis, par exemple, moi, mon mari, il fait des choses pour elle. Il sait que ça ne l'aide pas, par exemple, quand je lui dis range la chambre. Comme elle vient et qu'elle me dit non, j'ai pas envie. Et il y va, il fait, tu sais quoi, je vais le faire moi, tchic-tchac, j'ai pas envie d'entendre les peurs, les cris, les whining, les machins. Donc, pour éviter tu sais, toutes les choses qu'il ne peut pas supporter, il le fait lui. Tu vois, donc c'est un manque de patience de sa part, mais c'est difficile de changer. Tu comprends, je ne peux pas changer. Mais ce n'est pas toi qui peux changer, mais c'est lui qui peut changer en réfléchissant aux conséquences de ce qu'il fait aujourd'hui. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'il est réfléchi, il comprend la conséquence, mais je pense qu'il n'arrive vraiment pas à tenir le coup pour tenir contre sa fille, en fait. Tu vois, je comprends. C'est beaucoup plus confortable de donner dans l'instant plutôt que de dire non. Et c'est quelque chose qu'on va étudier aujourd'hui, parce qu'on parle justement d'autorité parentale bienveillante aujourd'hui. Okay. Je comprends. Il faut savoir que vraiment, on n'a rien sans rien. Il faut vraiment s'asseoir. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et discuter avec son mari, mettre à plat les idées. Voilà, qu'est-ce qui est important pour toi? Comment il s'appelle ton mari? Eldad. Eldad, ok. Et voilà ce qui est important pour moi, d'accord? Ok, tchic, tchac, tchac. On regroupe, ok? D'accord, tu es prêt à lâcher sur ça? Ouais, bon, finalement, ça, c'est vrai que on s'en fiche. Par exemple, je ne sais pas, pour certaines personnes, une fois, j'avais consulté un rave pour un de mes enfants et je dis vraiment, je ne sais pas, il est grand, il ne peut pas se brosser les dents. Je dis, bon, vous vous en fichez qu'il se brosse les dents. Je dis, ah non, pour mon mari et moi, c'est très important qu'il ait une bonne hygiène dentaire. Pourquoi? Parce que mon mari et moi, on a eu beaucoup de problèmes de dents. Donc, pour nous, c'est essentiel qu'il ait une bonne hygiène de dents parce qu'on se dit, on n'a pas envie qu'il souffre comme on a souffert ou qu'il ait même ce genre de dépenses, de souffrance, d'épreuves. Et donc, il dit, ah oui, c'est vrai. Et pour lui, pour ce rave-là, il nous dit, l'hygiène des dents, ce n'est pas un truc qu'on inclut dans le framework qui est l'anime. Pour nous, parce qu'on avait cette histoire-là, alors oui, c'était quelque chose qu'on voulait inscrire dans les règles essentielles qu'on veut inscrire dans notre éducation. Pour d'autres familles, ça ne parle pas du tout. Ils vont dire, bon, au pire, il ne se lave pas les dents une fois, quel est le problème? Oui, bon, s'il ne se lave pas une dent une fois, quel est le problème? Je suis d'accord aussi. Quand il se lave pas les dents pendant plusieurs jours, c'est un problème. D'accord? Après, pour nous, il y avait d'autres éléments qui étaient importants. Le chesed, le fait de penser à l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Donc, c'est des choses qu'on va implémenter dans notre quotidien. En fait, c'est simple, c'est vraiment s'asseoir et faire ce travail-là. Ce n'est pas évident quand on a des enfants, qu'on n'a pas de babysitter. Si on peut prendre un babysitter et se mettre dans un endroit, même peut-être un babysitter ou une babysitter triste, non, qui part avec l'enfant ou les enfants faire une activité dehors et nous, on reste à la maison et on réfléchit. On se prend 3 heures. En 3 heures, tchic-tchac, on a vraiment bien réfléchi à pas mal de choses et on a pu vraiment avancer sur ce projet, pas professionnel, mais éducatif. OK? C'est quelque chose de très important parce qu'un enfant ne peut pas se sentir en sécurité et s'il y a 2 voix. D'accord? S'il y a 2 voix qui se contredisent, pardon. Il peut y avoir 2 voix. Ah oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Qui veulent de la stabilité. Un enfant a besoin de stabilité et un enfant a besoin d'unité. Et il y a un autre problème, c'est que quand tu as 2 voix, il faut comprendre que l'enfant, quand il est petit, ses parents sont les représentants de la vérité, d'abord, et d'Hachem. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un papa et une maman qui n'ont pas la même vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité. Et ça veut dire aussi que leur relation avec Hachem, elle va être pas forcément celle qu'on a envie. Ça, grâce à Dieu, on n'a pas ce problème de religion. On ne parle pas par rapport à la religion. Oui. On parle, pardon, je suis désolée, j'ai oublié de baisser le son. On parle qu'une personne qui a en lui, quand il grandit, 2 versions d'un même fait par ses parents qui représentent, entre guillemets, la divinité, c'est-à-dire la toute-puissance, d'accord? Alors, ça va créer un problème dans sa relation à la vérité, d'accord? Et dans sa relation à Hachem. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important et ça déstabilise. Mais même toi, ça te déstabiliserait. Si tu as
deux docteurs qui te donnent des choses contradictoires, et toi, tu dis, mais je ne comprends pas, alors lequel je crois? D'accord? Ça te met dans le doute. Et il n'y a rien de pire que le doute. Ça te met dans l'incertitude. Et il n'y a rien de pire que l'incertitude. Ça fait des enfants angoissés. Et ce n'est pas pour rien si notre génération est la génération où il y a le plus de médicaments contre les crises d'angoisse, d'antidépresseurs et de machin. Pourquoi? Parce que dans les années 1960, on a dit il est interdit d'interdire, d'accord? Donc, on peut faire ce qu'on veut. Donc, il y en a qui sont restés avec certaines règles dans leur famille, etc. Et d'autres qui ont dit non, on fait ce qu'on veut, d'accord? Beaucoup d'éducatrices comme Laurence Pernou, pas Laurence Pernou, pardon, comment est-ce qu'elle s'appelait? La mère de Carlos, Big Bisou, vous vous souvenez pas? Françoise. C'est Dolto. C'est Dolto. Ouais. Merci beaucoup. Et d'autres qui ont dit, en gros, il faut, non, c'est pas grave si on change d'avis, si on ne maintient pas un cadre strict ou ci ou ça. Il faut, en réalité, ça a créé des générations d'angoissés. Pourquoi? Parce que quand on est dans le doute, c'est là où naît l'angoisse. Quand on est dans l'incertitude, c'est là où naît l'angoisse. Et quand on a un papa et une maman qui ne sont pas d'accord, je ne parle pas des cris qui se frappent ou qui se détestent, je ne parle pas de ça. Je parle juste un papa qui dit non, tu ne vas pas faire ci, et la maman qui dit mais si, tu vas faire ça. D'accord? Ou alors maman dit non, mais c'est pas bon de manger des bonbons juste avant de prendre le dîner, et le papa qui dit mais vas-y, c'est pas grave. La maman qui va dire range ta chambre ma chérie parce que je veux que tu apprennes que chaque chose a sa place et chaque place a sa chose, et que le papa dit non, si elle ne veut pas, allez hop, je le fais. D'accord? On est en train de lui envoyer des signaux très contradictoires. Ça crée une grande incertitude à l'intérieur de l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui donc, que l'autorité parentale bienveillante, c'est un cadre indispensable à la réussite de nos enfants. Est-ce que je peux intervenir, Esther, une seconde? Bien sûr, vas-y. Voilà, j'ai toujours ça dans la tête, ok, depuis quelques années, que j'ai l'impression que parce que tu parles de génération, du problème de notre génération, qu'il y a beaucoup d'angoissés, tout ça, et que ça vient de ce problème-là. Mais moi, j'ai un autre problème, et je ne sais pas si, entre autres, bien sûr, mais je ne sais pas si tu vas aborder ce sujet à travers les différents cours, c'est qu'on est dans une génération, nos enfants, où tout est remis en question, plus que jamais, que tout est remis en question. C'est-à-dire que tout est tellement remis en question que parfois les enfants, ils peuvent se permettre des réflexions, moi ils m'en ont déjà fait, que pourquoi tu fais comme ci, pourquoi tu fais comme ça, ils s'autorisent, si tu veux, avoir des réflexions envers moi ou mon mari, en disant pourquoi. Mais pourquoi? Parce que fondamentalement, dans notre génération, tout est remis en question. Je veux savoir si tu étais d'accord avec ça, déjà pour commencer, et si tu allais aussi parler de ça. On va sûrement parler de ça parce que ça fait partie, oui, des choses qui sont dans notre génération. Nos sages nous disent que la génération de Mashiach, il y aura une khutba dans la jeunesse qui sera une khutba qu'on n'a jamais connue dans les temps précédents. D'accord. Donc, forcément, c'est vrai, il faut voir les choses comme elles sont. Non, merci beaucoup. Problème dedans. Je ne peux pas manger des amandes. Les choses comme elles sont, il y a tout à fait beaucoup entre guillemets, de manque de respect par rapport à ce qu'on avait vécu avant. On ne s'adresse pas à nos parents comme nos parents s'adressaient aux leurs, et nos enfants ne s'adressent pas à nous comme ils s'adressaient. Mais même, regardez, j'étais dimanche, je faisais une intervention à la middle school d'un de mes garçons. Et le Rav, pas le Rosh Yeshiva d'ailleurs, c'était le principal de la middle school, il parle et il dit, quand il a grandi, lui, donc c'est un homme de 60 ans, ouais, je pense, à peu près, quand il a grandi, lui, la question, c'était la question d'un rébbi, donc d'un prof, c'était comment est-ce que les enfants vont me respecter. Et aujourd'hui, sa question éducative, c'est comment est-ce que je vais me faire respecter des enfants? D'accord? C'est très différent. Ça veut dire qu'à l'époque, les enfants respectaient automatiquement l'autorité et la place d'un rave, bien sûr. Mais juste d'un adulte. Moi, bien sûr, j'étais pétrifiée des adultes. Voilà, exactement. Mais écoute-moi bien, personne n'a peur de moi. Bien sûr.
C'est vrai. C'est ça. Non, mais les copines De de ma personne. fille, elles me regardent, on dirait que j'ai leur âge. Mais c'est aussi, je pense, l'éducation américaine qui est différente. Par exemple, amen. C'est par exemple quand on va en France, personne n'ouvrirait le frigo chez quelqu'un qui c'est pas chez sa mère, quoi. Et même chez sa mère, il allait demander, je peux prendre un truc. Là, ici, les gosses, ils rentrent, ils ouvrent le frigo, c'est normal. C'est aussi l'éducation américaine. Donc oui, tu as raison, Mélissa. Il y a en effet, et ça fait partie de ce qu'Hachem désire, et ça fait partie de cette nouvelle génération et de l'énergie qui est dans la génération de Mashiach, qu'il y a de la chutzpah, il y a une forme de manque de respect, d'effronterie presque, mais qui n'est pas forcément négative. Si elle est voulue, c'est aussi parce qu'elle va nous permettre, en fait, elle va nous permettre d'atteindre certaines choses, de comprendre certaines choses. C'est juste, on va au-delà de ce qui était jusqu'à présent, mais en même temps, ce n'est pas forcément négatif. C'est ce que veut Hachem à ce moment-là. Bon, ok. Parenthèse. Merci beaucoup. Non, avec plaisir, Mélissa. Ok, alors, on va... ouais. La semaine passée, on disait, donc, il y a 3 dynamiques éducatives. D'accord. Cette semaine, on va voir la discipline. Donc, on disait la semaine passée, il y a 3 dynamiques éducatives, l'amour, l'encouragement et la discipline. On a vu ça ensemble, right? Avec la maison. Élodie, voilà. Non? On n'a pas vu ça? D'accord. Comme je fais 2 cours en parallèle, je ne sais plus avec lequel j'ai fait quoi. Ok, donc on va alors commencer avec ça. Donc, en fait, le but de ce cours-là, ça ne va pas être de vous donner une méthode nouvelle d'éducation. La plupart des choses qu'on va découvrir à travers les enseignements du Rav Jacobson, ce sont des choses qui sont intuitives, qu'on sait instinctivement, mais qu'on n'applique pas toujours. Et d'ailleurs, le Rav Moshe Chaim Luzzatto dit de la même manière que la diffusion de ces choses connues est grande et leur vérité est notoire, donc c'est vraiment des choses qui limitent de bon sens, d'accord? Leur négligence est fréquente et grand est leur oubli. C'est tellement du bon sens qu'en fait, on en oublie de l'intégrer dans notre vie, d'accord? Donc, ce qu'on va voir en fait ensemble, ce sont des outils concrets, d'accord? Des dispositions positives. Et l'idée, ce n'est pas d'apporter quelque chose de nouveau dans notre manière de faire, mais c'est de rectifier et de rénover nos perceptions afin de s'aligner vraiment avec ce que la Torah nous enseigne à propos de l'éducation. D'accord? Donc, c'est des petits ajustements. On ne va pas faire une révolution. Ce n'est pas une nouvelle méthode. C'est prendre les choses essentielles et instinctives d'un parent et, en fait, aller au fond, essayer de comprendre en quoi, en fait, elles ont vraiment un sens particulier. Donc, c'est un travail de fond à réaliser en tant que parent, aussi bien sur nous-mêmes, puisqu'on l'a vu, il va falloir travailler sur nous-mêmes, que sur nos enfants pour les construire et se construire. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle « S'élever avec ses enfants ». Parce qu'en fait, c'est à travers l'éducation de mes enfants que je vais me rendre compte qu'il y a tellement de choses qu'il faut que je travaille sur moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'enfant est là. OK ? Pour nous faire travailler sur nous. Pas que pour, mais notamment une de ces missions, c'est de nous faire travailler sur nous, sur les choses, sur notre mission. Ok, donc en fait, il y a 3 dynamiques éducatives. Et là, je suis vraiment désolée parce que je n'ai pas imprimé, j'étais sûre de vous avoir donné la semaine passée ces feuilles et je ne les ai pas fait. Donc, je vais vous montrer ce schéma et je vous enverrai le schéma. Il y a 3 dynamiques dans l'éducation. Il y a l'amour, l'encouragement et la discipline. Et on va voir que ces 3 dynamiques-là ne peuvent pas aller l'une sans l'autre. Alors, je vais vous montrer ici. OK. Vous pouvez faire le petit dessin chez vous. Donc, on a l'amour et l'affection qui représentent les fondations de la maison. Vas-y, vas-y. Donc, l'amour et l'affection qui représentent les fondations de la maison. Le toit, donc la protection, ça va être l'encouragement. OK, vous voyez ici, l'encouragement.
Et les murs sur le côté qui délimitent, c'est la discipline. Donc, la base, c'est l'amour et l'affection. La base, la fondation, c'est l'amour et l'affection. L'encouragement, c'est le toit. Et la discipline, ce sont les murs. Et c'est très intéressant parce que ça nous aide à vraiment visualiser qu'en fait, c'est quoi le sol, la fondation? L'amour, c'est la chaleur. D'accord? C'est la chaleur, c'est par là que se réchauffe la maison. D'accord? C'est l'affection envers l'enfant qui est nécessaire à son épanouissement et à son équilibre. Rien de nouveau, c'est vraiment quelque chose d'évident, d'accord? Mais il arrive dans plein de foyers qu'il n'y ait pas nécessairement cet amour ou cette démonstration d'amour. Tout simplement parce qu'on se dit, c'est mes enfants, bien sûr, ils savent que je les aime. Nous, je ne sais pas, on est peut-être plus ou moins de la même génération, d'accord? Est-ce que nos parents nous disaient « je t'aime » ? Ouais. Oui, mais mon père, Ah oui, bien sûr. D'accord. Moi, ce n'est pas des mots que j'ai entendus chez moi, je t'aime. Je t'aime comme ça. Mais moi, mes parents ils sont d'une génération plus ancienne. Ah oui, comme les tiens. Enfin, ma mère, comme ton père. Mon père, oui. Et toute ma famille, on sait tous qu'on personne ne se le dit. Mais on le montre. On n'a jamais reçu des... Voilà. À part ma mère, mais sinon personne. Moi, mes parents ne disaient pas je t'aime. Et d'ailleurs, moi, mes enfants qui disent I love you toute la journée. Donc, quand ils disent à mes parents, ils terminent leur conversation par je t'aime, à chaque fois, mon père pleure. Mais il m'a dit, même parce que c'est tellement beau d'entendre je t'aime, quand ça veut vraiment dire je t'aime, c'est-à-dire que c'est pas love you, bye, d'accord? C'est pas genre juste un petit, c'est un je t'aime. Et moi, pour mon père, c'est quelque chose d'incroyable. Alors qu'ils nous ont donné énormément de démonstrations d'amour. Il n'y avait pas le je t'aime parce que c'était de la pudeur, mais il y avait énormément de démonstrations d'amour. Du temps, de qualité, de l'affection physique, nous serrer, nous embrasser, mais en revanche, peu de mots « je t'aime », d'accord? Mais je parlais par exemple, donc je ne pense pas que je vous l'ai dit à vous, mais par exemple, une fois, j'avais une rabbinite qui est venue passer un Shabbat à la maison avec son mari, et elle vient d'une famille ashkénaze dont les parents avaient été en camp, et ensuite quelques-uns avaient survécu et étaient partis aux États-Unis, dans le nord des États-Unis. Et ils font partie du mouvement Chafetz Chaim. Et elle me disait, donc nous, on est d'accord, c'est Farad, je sais pas, on prend nos enfants, mon amour, tu l'embrasses, tu lui serres les joues, tu lui tires les joues, tu dis, mais je vais te bouffer tellement je t'aime, et tatati, tatata. Et on s'assoit, donc les hommes partent à la synagogue pour Mincha et Arvit et Kabbalat Shabbat, et nous, on s'assoit comme ça, et moi, à l'époque, les enfants étaient petits, donc je fais, avec les enfants, Kabbalat Shabbat, on chante, etc., et les enfants étaient petits. Et puis, il y en a un qui est assis sur mes genoux, l'autre qui est à côté, il y avait David Yosef qui était bébé, et on s'embrasse, et on machin, et on truc, et on chante, et je la vois pleurer. Et je lui dis, Rabbanit, ça va? Après, quand on a fini la tefila, elle me dit, ma maman ne m'a jamais pris dans les bras. Je lui dis, ah bon? Elle m'a dit non. Elle me dit, mais vous prenez vos enfants dans les bras tout le temps comme ça? Je lui dis, ben ouais. Elle me dit, mais c'est magnifique. Elle m'a dit... Elle avait des enfants? Ouais, elle a 7 ou 8 enfants. Elle m'a dit, mais il y a une chaleur dans votre manière d'être avec eux que j'ai jamais vraiment vue dans les gens que je fréquente. Elle m'a dit, c'est plus... c'est moins chaleureux, entre guillemets. Mais c'est vrai que, alors, je crois qu'on était les premiers séfarades qu'elle avait vus. Les HK, c'est très spécial. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est, voilà, c'est elle, en fait, elle avait vécu dans un monde assez très pudique et dans lequel, en fait, on ne démontre pas forcément ses émotions, ses sentiments. Donc, elle avait appris que c'est comme ça, on ne montre pas forcément. Et peut-être que ça peut même être gênant pour certains. Elle avait trouvé ça très beau, mais pour d'autres, elle doit se dire, mais c'est ridicule ce qu'ils font. Enfin, ils n'ont pas besoin de montrer ça toute la journée. Mais c'est vrai que nous, on les touche, quoi. Mais je vois, quand je dépose mes enfants à l'école, ouais. Alors, Esther, oui. Excuse-moi, je peux intervenir encore une fois? Bien Comme sûr. tu vois, j'aime bien parler. Bien, quand tu veux, mais...
Non, alors j'ai parlé avec une autre personne sur les différences entre genre Ashkenaz et Séfarade, même si c'est pas toujours vrai parce que voilà, faut pas faire Bien sûr. blanc et noir comme ça. Mais en réalité, elle avait vécu comme ça. quelque chose que je pense qu'on devrait apprendre des Ashkenaz, mine de rien, c'est que contrairement à nous, ils ont une meilleure gestion de leurs émotions. Et Ah, je pense que dans la vie, oui, mais que dans la vie, de savoir comment gérer ses émotions, par exemple, je sais pas, ses humeurs en général, tu vois, si on est triste, si on est angoissé, si on est bien, machin, bah, je trouve que ça nous prépare plus à, à mieux réagir dans la vie, Bien sûr. que dans le travail, avec les enfants, avec les Oui, maris, enfin, c'est avec sûr tout que ça. je ne sais pas si les Ashkénazim américains, en tout cas, ont Ouais. souvent vu la savate Oui, non, c'est ça. de la grand-mère. Exactement. Mais j'ai des Non, mais copines c'est ça. ashkénazes d'Argentine. Alors là, je peux Ok. dire qu'elles ont eu la chacleta. C'est vrai? Ouais, ouais. Les Latinos, Ah ouais. Donc, c'est pas... Ouais, donc je pense que c'est... le cœur et le cerveau, quoi. Ouais. Je pense que Et après, il y a des séfaradim qui, eux, sont très en contrôle aussi. Je pense que c'est juste, bien évidemment, c'est des petits détails Oui, comme non, ça, à mais droite et à gauche. On fait des généralités qui ne sont non, pas c'est ça. forcément, mais bon, oui, je suis Mais d'accord dans avec toi. l'éducation, Bien sûr, mais bien sûr. Alors moi, mes maîtres dans l'éducation sont ashkénazim, hein, vraiment, le Rav Lemel, le Rav Jacobson, c'était incroyable. D'ailleurs, si Dieu veut, il va venir cette année. Alors, j'espère. En tout cas, je lui ai dit toutes les dates où on était ouvertes pour qu'il vienne. Donc, si Dieu veut. Le Rav Lemel. Esther, je peux intervenir moi aussi, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, en fait, j'ai une question parce que je sais que dans le développement de l'enfant, c'est très, très important d'être fusionnel, d'avoir voilà, enfin, des câlins, des bisous, de dire je t'aime, c'est très, très important pour l'accomplissement de l'enfant. Mais comment faire quand on a un enfant qui est tellement difficile, que bien sûr qu'on l'aime parce que c'est notre enfant, mais qui est tellement dur qu'au final, on a du mal à exprimer. Enfin, voilà, c'est difficile de dire à un enfant je t'aime, lui faire des gros câlins, lui dire je suis fière de toi, etc. Quand elle te rend en fait la vie dure, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, d'abord, on va voir en fait que les démonstrations d'amour et les encouragements ne sont pas forcément les mêmes à tous les âges non plus. C'est-à-dire que si tu parles d'une ado, tu ne vas pas autant la serrer dans tes bras en tant qu'ado, peut-être, parce qu'il faut aussi respecter ce que l'enfant désire. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, parfois, l'enfant, il va avoir besoin d'un petit peu plus de distance physique pour se sentir. Ça fait partie du processus d'un adolescent. Un adolescent, il a besoin. L'adolescence, c'est quoi? C'est il devient il y a d'une dualité, en fait. C'est-à-dire qu'il se sépare, enfin, de son unité avec le couple des parents. Je parle pas forcément pour un adolescent. Être à part. Quoi? Non, je parle pas forcément pour un adolescent. Justement, elle réclame les bisous et les câlins. Mais tu sais, c'est un peu comme si elle fait une grosse bêtise et puis après, elle vient derrière en me disant maman, fais-moi un câlin. Mais tu sais, tu n'as pas envie de lui faire un câlin parce qu'elle vient de te rendre. Tu vois, elle vient de te rendre folle, elle t'a fait un truc super grave. Et puis 30 secondes après, elle revient ah, fais-moi un câlin. Tu vois? Donc, Alors, par exemple, en fait, il faut séparer la discipline, l'affection et l'amour, mais et les encouragements. On va voir ça en fait dans le processus. okay. Mais oui, de toute manière, ton enfant, tu l'aimes. Donc, il faut te connecter à l'amour que tu as pour lui. Essaye de te souvenir quand il était petit, d'accord, et qu'il était tout mignon, tout bébé, et tu te dis, c'est exactement la même personne. Voilà. OK? Donc, il faut se connecter à l'amour qu'on a pour son enfant. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut parfois, bien sûr que dans la vie d'enfant, on a parfois des enfants qui vont nous taper sur le système à certains moments de leur vie. Et ça va être peut-être plus difficile. Mais malgré tout, il faut leur montrer l'amour encore plus à ceux-là. Parce que ceux-là, parfois, ils ont ce comportement parce qu'ils ont peur de ne pas être aimés. Et donc, il faut encore plus redoubler d'amour envers ceux-là. Voilà, attendez, on va retourner. Donc, on a la chaleur, l'amour, l'affection, la démonstration d'affection qui sont la base de la maison. Ensuite, au-dessus, d'accord, on a au-dessus du toit et en dessous du toit, c'est-à-dire que l'intérieur de la maison, d'accord, qui est terminé par le toit, ça, c'est les encouragements. C'est tout ce qui va être en fait les garants de sa volonté et de sa faculté de progression. C'est-à-dire, waouh, vraiment, même parfois on peut dire à un enfant, tu peux être fier de toi. C'est super parce que parfois on dit, ah, papa est fier de toi. Oui, mais tu peux même toi être fier de toi.
D'accord? Tu peux être fière de toi. Maman est fière de toi. C'est super ce que tu as fait, chérie. Bravo. Vraiment, tu m'as épatée parce que j'ai vu, et même parfois, quand ils ont des mauvais résultats, mon ange, j'ai vu que tu as fait beaucoup d'efforts. Tu as fait des efforts et ça, c'est ça qui compte. D'accord? Il y a toujours quelque chose à encourager. Quand tu leur dis ça, ça leur fait tellement plaisir. Bien sûr. Moi, je fais beaucoup ça à ma fille. J'ai l'impression qu'elle travaille pour moi. Et du coup, elle rentre, elle m'a dit, j'ai tellement une belle surprise pour toi. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment besoin de cette Bien sûr, mais il faut aussi leur apprendre à avoir de la satisfaction personnelle. Et c'est pour ça que, et toi, tu es fière de toi? Qu'est-ce que tu penses? Tu vois, de toujours le tourner aussi vers eux-mêmes pour qu'ils aient cette satisfaction personnelle et qu'ils construisent une bonne estime de soi. Et le côté, donc les murs, d'accord, ça va être la discipline qui va procurer à l'enfant quoi? De l'assurance, de la sécurisation et une stabilité psychologique. On enlève les doutes. OK? On enlève l'instabilité, la peur, les peurs. OK? On va voir. Bien sûr, bien sûr. Donc, chacun de ces 3 éléments, en fait, c'est nécessaire, indispensable et en même temps indissociable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, par exemple, un foyer où il y a de l'amour, mais pas d'encouragement ni de discipline. C'est comme une sorte de maison qui est bien aménagée, mais il n'y a pas de toit ni de mur. Si on a dans un autre foyer une bonne discipline, mais qu'il y a un manque de chaleur humain, manque d'encouragement, alors c'est comme une maison avec une armature, une structure robuste, mais il n'y a pas de fondation, il n'y a pas d'ameublement. D'accord? Et dans un autre cas, le dernier cas, si on a un foyer où la discipline et l'affection sont là, mais il n'y a pas de mot d'encouragement, d'accord? Alors c'est qu'il va y avoir de la place. Quand il n'y a pas d'encouragement, il y a de la place pour les critiques. Et là, en fait, on va risquer de venir taper sur l'estime de soi de l'enfant. OK? Donc, ce schéma de la maison, il vient nous suggérer également, indirectement pour nous parents, de nous inviter au raffinement de nos midotes, c'est-à-dire au raffinement de soi, de nos traits de caractère. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont fortes, voire personne, je pense, sur les 3 plans à la fois. C'est-à-dire que moi, naturellement, peut-être, je vais donner de l'affection, mais peut-être je vais regarder souvent ce qui ne va pas chez l'enfant. Donc, je vais manquer d'encourager. Ou alors, je vais être plus cool au niveau de la discipline. D'accord? C'est rare d'avoir un équilibre dans les 3 plans. Vous êtes d'accord? OK. Donc, en fait, si on est bon dans ordre, organisation, tout ce qui est Gvura, vraiment discipline, régularité, organisation, etc., c'est très bien, mais parfois, on peut être un peu moins bon dans la communication humaine, dans la chaleur, etc. D'accord? Donc, on voit qu'en fait, eh ben, ce schéma de la maison, il va nous dire, voilà, si tu veux vraiment construire cette maison, bâtir ta famille, bâtir tes enfants, il va falloir que tu travailles en amont sur toi. OK? Et on comprend du coup que l'éducation, eh bien, elle est vraiment le fruit du travail personnel des parents. Et ça, c'est un truc qui n'est pas évident de se dire quand on parle d'éducation, on se dit, bon, bah, voilà, quoi, je vais apprendre une méthode, je vais l'appliquer, and that's it. Non. En fait, il va falloir d'abord se travailler et ensuite, ça va venir. Tu sais ce qui est dur? Parce que je me remets beaucoup en question. Quand on n'a qu'un, en fait, quand on a plusieurs, tu te dis, bon, le premier, bon, j'ai fait des erreurs, je ne vais pas faire avec le deuxième, pas avec le troisième. Quand on n'a qu'un, la pression, elle est tellement énorme parce que tu te dis, je ne veux pas faire d'erreur, tu vois, je n'ai pas de filet. Donc, du coup, c'est vrai que tu as une pression supplémentaire pour pas... Pour vraiment faire bien là-dessus. Parce que tu ne peux pas faire une erreur et le deuxième, tu dis, je n'ai pas fait la même erreur avec le deuxième. Mais ce qui est bien, c'est que dans la Torah, il y a cette option de la teshuva qui vient et qui fait que quand on fait teshuva, nous les parents, même au niveau éducatif, d'accord, tout ce qu'on a pu faire de mal dans le passé, ça nous arrive à tous de faire des erreurs. Quand on fait teshuva sincèrement, c'est-à-dire, ça consiste en quoi la teshuva? C'est regretter la chose sincèrement, ne pas la refaire et aller réparer le truc, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tout le reste est effacé. Les effets négatifs que cette personne aurait pu avoir sont effacés dans le passé. Donc, tu fais tes chouvas, tu repars sur de nouvelles bases. OK? OK, donc, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que c'est que la discipline? Parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la discipline pour vous?
Je sais pas, par exemple, je pense que si tu dis quelque chose à ton enfant, bah, il faut essayer de pas revenir en arrière. D'accord. Les limites. Les limites. Les limites. OK. Délimiter. C'est Euh, des choses à respecter, en fait. Corriger. Et qui doivent écouter. Corriger, remettre. Il faut écouter. D'accord. Quand papa et maman disent quelque chose, il faut écouter. Qu'est-ce que tu as dit, Recadrer. 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 Poser un cadre. Recadrer. Quand tu as un enfant qui n'écoute pas ou qui fait une bêtise, tu le disciplines en rétablissant les règles ou en réexpliquant les règles. OK. Jen, tu as un truc à dire dessus? Ouais, j'ai dit poser un cadre de vie, donc un peu comme elle. Poser un cadre de vie, d'accord. Donc, a priori, dans toutes nos réponses, c'est quelque chose que les parents font auprès des enfants, établissent auprès des enfants pour quelle raison? Pourquoi? Pour Pour les Pour remettre les sur le droit cadrer, chemin. pour les remettre sur le droit chemin. Alors, c'est très intéressant parce que le Rav Jacobson, il nous donne une définition de la discipline qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Il nous dit, la discipline, c'est un outil que les parents ont l'obligation de prodiguer à l'enfant. C'est un outil vital pour le développement et l'équilibre sain de l'enfant. C'est-à-dire que la discipline, c'est notre obligation vis-à-vis de l'enfant. On ne le fait pas ce n'est pas un ensemble d'obligations que l'enfant a envers nous. On se dit, attends, c'est nous qui avons cette obligation envers eux. D'accord? Et c'est vraiment un twist. Parce que moi, très souvent aussi, j'avais imaginé avant de suivre ces enseignements que voilà, que bon, bah, c'est des obligations pour les enfants. C'est tout, en gros, la discipline. En réalité, non. C'est l'obligation des parents vis-à-vis des enfants de leur donner ce cadre. Okay? Et je trouve aussi, tu vois, la discipline, on doit se l'appliquer à nous-mêmes, tu vois, dans le parenting. Parce que, par exemple, quand on te dit, si tu dis non, tu ne peux pas après 2 secondes dire oui. Tu vois, si tu choisis quand tu dis non, si tu dis non, tu ne vas pas rentrer en arrière. Donc, c'est une discipline pour nous, parce que c'est facile de give up. C'est facile de give up parce que c'est plus simple. C'est plus confortable, bien sûr. C'est pour l'immediate, enfin, c'est pour la satisfaction immédiate. Mais en fait, après, pour le long terme, c'est pas bien. Donc, c'est une discipline envers nous-mêmes aussi qu'on doit s'appliquer. Mais je pense qu'il faut pas être trop dur en même temps. Mais c'est pour ça qu'il faut choisir quand tu... Alors, on va parler de ça justement dans les... Il y a un autre truc que nous dit le Rav Jacobson, il nous dit c'est un chesed, c'est-à-dire c'est un bienfait du parent envers l'enfant. Donc, on n'est pas en train de dire... on ne parle pas bien évidemment, ah oui, je vais le discipliner, je vais lui mettre un coup de savate, d'accord? Pour reprendre un coup de fouet, un coup de savate. Moi, ma grand-mère, elle avait un martinet et une petite ceinture, d'accord? Moi, mon grand-père, il avait la ceinture. Voilà. Donc, on ne parle pas de ça. On parle d'amener un cadre, d'accord? C'est un chesed, c'est-à-dire que vous leur faites du bien. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Tu sais que Rabbi Jacobson, il donne les cours en hébreu, hein, donc ton mari, il peut les suivre. Je t'enverrai Blineda. Et on ne le fait pas. On ne le fait pas pour eux, mais on le fait pour nous. Pardon, on ne le fait pas pour nous, mais on le fait pour eux. D'accord? Alors d'abord, on a dit ça amène une sécurisation. La discipline, ça permet en fait psychologiquement que l'enfant se sente sécurisé. Et on va voir pourquoi. Parce que lorsqu'un enfant, donc de manière vraiment, vraiment universelle, tous les enfants naissent avec des peurs fondamentales. Il y a une première peur qui naît. D'abord, il y a la peur de la mort, qui est une peur fondamentale qu'on ne comprend pas, ouais, mais qu'on ne voit pas de cette manière. La première peur du nouveau-né, c'est la peur de tomber. Et vous allez voir qu'un enfant, un bébé, parfois, il fait comme ça, d'accord? J'ai bien failli me tomber en arrière. Et c'est marrant, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Et en fait, c'est ce sentiment de tomber qui peut nous arriver quand on s'endort aussi. Parfois, on fait, d'accord? Et bien, c'est ça, en fait. La peur de tomber, c'est la première peur fondamentale. OK? Et surtout, ces peurs fondamentales que l'enfant va développer au fur et à mesure de sa vie d'enfant, elles sont liées à son statut
de petit enfant par rapport à un monde d'adultes. D'accord? Ils se disent finalement que face à ce monde tellement grand dans lequel un enfant ne comprend pas beaucoup de choses, d'accord, ne sait pas se diriger tout seul, ne sait pas comment s'alimenter tout seul, ne sait pas comment prendre soin de son corps tout seul, s'il n'y a pas un papa et une maman fortes pour le protéger, comment est-ce qu'il va faire? Quand il sort de la maison, on lui dit « Attention les voitures, donne la main à maman, fais attention. » Donc, il se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses qui sont des dangers. Et lui, il ne le visualise pas, mais il a ce sentiment interne et inné de la peur fondamentale de la mort. Un enfant, il ne veut pas se faire du mal, il ne veut pas souffrir, il a peur de souffrir, de mourir. Mais sans se rendre compte, il ne va pas forcément décrire « Non, j'ai peur de mourir, sinon on va l'amener voir un psy, on va dire « Mon fils de 3 ans a peur de mourir, il y a un problème. » D'accord ? Donc, ils ont cette peur innée. Et en même temps, ce qui est très intéressant, donc ils ont peur en fait du monde environnant parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont très vulnérables face à tout ça. Et que leur seul rempart, c'est qui? C'est papa et maman. Ou les grands frères éventuellement, mais c'est surtout papa et maman. Et donc, si papa et maman sont faibles, qu'est-ce qu'il dit l'enfant? Mais qui va me protéger si papa et maman est faible? Et donc, que va faire un enfant? Il va essayer de vérifier que le parent est fort. Et c'est pour ça qu'on parle des terrible twos, qui est cet âge à 2 ans, où l'enfant commence à comprendre et à pouvoir s'exprimer. Et là, il va aller vérifier. Est-ce que les murs de ma maison, comme dans l'histoire des 3 petits cochons, est en paille, en briques ou en bois? D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des bêtises. Je vais pousser les limites. Maman m'a dit de ne pas faire ça. Je vais le faire pour voir. Est-ce qu'elle tient le coup? Est-ce qu'elle est en train de tenir le mur là, ou est-ce que le mur il est en papier mâché? Et en fonction de ça, eh bien, on va créer un sentiment de sécurité ou non chez l'enfant. Et c'est vraiment, vraiment tellement important de comprendre ça. C'est que la discipline, avant tout, c'est l'élément clé qui neutralise toutes ces peurs fondamentales. Elle permet en fait de faire ressentir que des parents forts, ils vont être là pour protéger l'enfant. Et encore une fois, on ne parle pas de violence, on parle juste que le cadre qu'on a mis, il est un cadre stable et pérenne, d'accord, qui ne va pas bouger facilement, d'accord. On verra qu'on peut revenir en arrière sur un oui ou sur un non, sous certaines conditions. Ouais, mais tu sais, c'est un truc un peu différent. Mais la colère, c'est une émotion. Et l'émotion, d'accord, l'émotion, d'accord, c'est un signal qui vient nous donner, on va parler de ça 2 minutes parce que c'est important de comprendre ça. Et on va arrêter après pour aujourd'hui, on continuera la semaine prochaine avec des parents forts. Ok ? Mais c'est important de comprendre la colère parce que c'est quelque chose qui nous touche toutes en tant que maman. On ne veut pas se mettre en colère et en même temps, ça nous arrive à toutes de se mettre en colère. Et c'est OK, d'accord? On ne peut pas se flageller avec des orties fraîches parce qu'à un moment, on a crié. Ça fait partie aussi du rôle de maman. Je vous rappelle que quand Rava a pris le fruit de l'Etadal et l'a donné à manger à Adam, et que Adam l'a mangé, ils sont tombés dans ce monde-ci, du Gan Eden. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem les a, entre guillemets, maudits, mais ce n'est pas maudits, mais il leur a expliqué comment allaient fonctionner les règles ici. Et il a dit à l'homme, tu travailleras à la sueur de ton front pour manger, d'accord, et pour nourrir ta famille. Et toi, Rava, tu souffriras des douleurs de l'enfantement et de l'éducation. Donc, on est d'accord? Oui, oui. C'est-à-dire que l'éducation, elle est, entre guillemets, quelque chose sur lequel il va falloir accepter de souffrir et de se dire que ça peut nous arriver. Ce n'est pas grave, même si, bien évidemment, l'idée, c'est de se travailler. Mais donc, j'ai envie de faire un petit aparté 2 minutes sur la colère parce que c'est très rare que personne ne se mette en colère, d'accord? Même si ça arrive, hein, il y a des femmes extraordinaires, moi j'en fais pas partie, qui se mettent jamais en colère, qui sont super calmes, super cool, c'est magnifique. Mais la colère, c'est une émotion. Une émotion, c'est un signal
qu'Hachem nous a données de manière innée, d'accord? L'émotion, les 6 émotions de base, c'est des émotions qui sont innées et qui sont universelles. Tous les êtres humains l'ont. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que n'importe quel être humain, quel que soit son langage, quelle que soit son ethnie, son origine, etc., ces émotions se lisent de la même manière sur son visage. D'accord? Quand on parle de la colère, comme ça, d'accord? La joie, comme ça, la peur, comme ça, la tristesse, ok? Et la surprise, comme ça, et le dégoût, ou un truc genre dans ce style, d'accord? Ce sont les 6 émotions de base. Ces émotions-là, eh bien, en fait, elles viennent nous prévenir qu'il y a un danger de survie, que notre survie, à la base archaïque, d'accord, est en danger. Que vient nous dire la colère? La colère, elle vient nous dire il y a un danger au niveau de ton territoire personnel. Tu as donné trop de ton territoire. Ou il y a un ennemi qui veut attaquer ton territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'une maman va se mettre en colère? En général, elle se met en colère lorsqu'en fait, elle a donné tellement d'elle-même qu'elle n'a plus, elle sent qu'elle n'a plus d'espace pour elle et qu'elle n'en peut plus. D'ailleurs, c'est souvent, je me suis mise en colère parce que je n'en pouvais plus. Tu n'en pouvais plus de quoi? Tu n'en pouvais plus d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, et de trucs et de machin, et que de toute manière, ça ne sert à rien. Donc, c'est qu'en fait, il faut juste se réattribuer son territoire, c'est-à-dire donner des limites. Le Rav Lemel a un très, très bon exemple de ça. Il nous raconte l'histoire d'une dame, et puis après, il va nous dévoiler que c'est sa femme, d'ailleurs, d'une dame qui rentre de travail, d'une longue journée de travail. Elle est thérapeute, donc elle voit des gens avec des problèmes toute la journée, tu te souviens? Et quand elle rentre, elle a 7 enfants à la maison. Okay? Première chose qu'elle fait, avant même de parler à ses enfants, de les embrasser, de leur dire « je vous aime », etc., elle rentre dans la cuisine, elle ferme la porte de la cuisine, elle s'assoit, elle mange. Pourquoi? Parce qu'elle se donne à elle-même ce dont elle a besoin pour pouvoir ensuite aller donner aux autres. C'est la femme du Rav Lemel. La femme du Rav Lemel, okay? La rabbinite Esther Lemel. Et ensuite, une fois qu'elle a mangé, elle ouvre la porte, elle dit « mes amours, comment ça va ?» etc., etc. Imaginons le film à l'envers. Quelqu'un qui rentre après une journée passée à voir des gens qui ne vont pas bien parce qu'elle est thérapeute, des gens qui ont des problèmes, des trucs, des machins. Tu as la tête comme ça. Tu n'as pas mangé à midi. Et là, tu as les enfants qui viennent avec leurs propres problèmes. Maman à l'école aujourd'hui, et papa, et maman, le petit, j'ai raté mon devoir de maths et j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais toi-même, à l'intérieur, tu as déjà eu ton espace vital qui a été mangé parce que tu n'as pas mangé à midi. Tu as eu plein de gens qui t'ont exposé leurs problèmes. Tu as donné déjà toute la journée. Si toi, tu ne te réénergises pas, que tu n'occupes plus ta place, que tu dis « je passe après eux encore », d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment, tu vas t'énerver parce que c'est instinctif, on a besoin de défendre notre espace vital, de défendre nos besoins vitaux. Le fait de manger juste avant d'aller retrouver ses enfants, et ça, c'est un truc que moi, je fais aussi. Quand je vais prendre le carpool, je prends un truc à boire et un snack. Parce que je sais que je vais avoir faim et que si je n'ai pas mangé, forcément, je vais être plus irritable avec les enfants. Donc, je prends un snack. Je prends un snack dans ma voiture. Okay? Mais ça peut être la même chose, par exemple, sur d'autres choses. Par exemple, savoir où sont nos limites, pas que au niveau de l'alimentation, mais même au niveau, je ne sais pas, par exemple, de dire, voilà, j'ai besoin, une fois par semaine, de prendre un moment pour moi, d'aller faire, je ne sais pas, n'importe quoi, du sport ou même un massage des pieds, aller se faire les ongles, je ne sais pas trop quoi, d'accord? Et il y en a qui se disent, ah oui, mais non, mais je ne peux pas, j'ai la petite, j'ai le truc, j'ai ça, non, je ne vais pas prendre du temps pour moi, d'accord? Le fait de prendre du temps pour soi, c'est un chesed pour soi, mais c'est aussi comprendre que vu que je remplis mon espace à moi, mes limites à moi ne seront pas complètement mangées par l'autre. Ou bien de se dire, je vais établir une règle. Moi, le soir, j'ai besoin d'avoir mon moment avec mon mari tranquille. Donc, à 8 heures, les enfants, ceux qui sont plus jeunes vont se coucher avant 8 heures. Je les mets au dodo. Il n'y a plus papa et maman après 8 heures. Et les grands, d'accord? Eh bien, papa et maman ont besoin, 1 ou 2 fois dans la semaine, d'être qu'en amoureux
vous êtes en train de lire vos livres ou de faire vos devoirs, etc., en bas ou dans le salon ou ce que vous voulez, d'accord? Papa et maman, ils dînent tranquille là, vous ne rentrez pas pendant une demi-heure. À quoi? C'est pas gentil, c'est pas sympa? Si, au contraire, parce que tu as besoin de ça pour avoir une bonne relation avec ton enfant derrière. Parce que si tu as un enfant qui, quand toi, tu es fatigué, tu as besoin de manger ou tu as besoin de calme, d'accord, il est en train de te demander ou de vouloir te prendre et que toi, à ce moment-là, tu n'es pas capable de donner parce que tu as déjà trop donné ce jour-là, par exemple, ou que tout simplement, tu n'as pas su comment te remplir de bonnes choses pour toi. D'accord? Ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est ta faute à toi. Tu n'as pas su mettre ta limite là où il fallait. Prendre conscience de nos propres besoins en tant que maman et dire, voilà la limite que je mets. D'accord? Après telle heure, je ne peux pas. Ou alors, une fois par semaine, je vais dire à quelqu'un, moi par exemple, j'ai toujours été chercher mes enfants à l'école, tous. Et maintenant, j'ai 4 horaires de sortie très différentes. Au départ, je me disais, je vais me sentir coupable si jamais je ne vais pas chercher mes enfants à l'école parce que j'aurais pu passer ce moment avec eux. Mais ce n'était pas possible, j'allais devenir folle ou alors j'allais être nerveuse de passer autant de temps dans la journée avec. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé des personnes et j'ai organisé les carpools. Et maintenant, je passe du temps de qualité avec un enfant chaque jour. Je vais chercher un enfant chaque jour. À part le vendredi, où là, j'ai carrément pris quelqu'un qui va chercher les enfants. Et moi, du coup, je me prépare à être une bonne maman pour Shabbat. Parce que si je passe 4 heures dans le carpool et que je fais que des allers-retours et qu'en même temps, je n'ai pas terminé mon Shabbat et je commence à stresser, etc., le Shabbat, laisse tomber, je vais être très, très nerveuse. Donc, il faut prendre conscience de ses propres besoins qui ne sont pas les mêmes que celles de notre copine et se dire, voilà, c'est vrai que idéalement, j'aurais bien aimé pouvoir aller chercher mes enfants tous les jours à l'école, mais je ne peux pas tout faire. Il faut que je sache poser mes limites parce que si je ne pose pas ces limites, je vais aller à l'encontre des valeurs d'une bonne maman, entre guillemets, que j'ai. Et ça, c'est bien pire. Parce qu'au final, il vaut mieux quoi? L'enfant, il va préférer quoi? Que tu viennes le chercher tous les jours à l'école, mais que tu sois chenfa comme c'est pas permis. Ou alors, il va préférer que le jour où tu viennes le chercher à l'école, tu vas l'amener manger une glace, tu vas te détendre avec lui, tu vas lui dire, et toi, mon amour, raconte-moi ta journée. Ah, tu as fait ça, et ce truc. Il va kiffer en fait ce moment. Et quand il va grandir, il ne va pas dire, ma mère ne venait jamais me chercher à l'école, ou qu'une fois par semaine. Il va dire, ma mère, quand elle venait me chercher à l'école, je kiffais avec elle. D'accord? Et toi, tu vas le dire, ce jour-là, j'ai profité de mon enfant et j'ai fait un chesed envers elle. Et même pour toi. Exactement. D'accord? Donc, il faut juste savoir quelles sont nos limites. Et après, bon, si c'est réalisable ou pas réalisable, il y a des personnes pour qui c'est pas réalisable, mais on a toujours une copine, une voisine qui peut nous prendre le petit en playdate pendant qu'on va aller manger une glace avec l'autre. Je sais pas, bon, le seul problème, c'est le tour de taille, parce que quand on mange une glace tous les jours, on prend 3 kilos dans la semaine. Mais ça, c'est pas grave. Donc voilà, c'est en fait, la colère, elle vient quand on n'a pas su définir son propre territoire. C'est ça la colère. Donc maintenant, quand on se met en colère, on se dit, attends, en quoi là, je me sens que mon territoire est en danger? Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser. Et du coup, encore une fois, on se prend une petite heure le soir, on s'écrit les trucs. Tiens, attends, là, je réfléchis. On comprend aussi que l'enfant te pousse. Quand elle écrit, il pousse un peu les murs, quoi. Ils essayent. Mais c'est son rôle d'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est ça. C'est ça. L'enfant, il est en train de juste vérifier que la maison est solide. Comme les 3 petits cochons, les Avdil, qui disent attends, est-ce que le loup il va pas venir me manger s'il y a du vent qui arrive? D'accord? C'est la même chose. Il faut toujours se souvenir de ça. Lui, il fait que pousser les murs pour voir est-ce que c'est stable. Mais il y a des gens, je pense, qui réalisent, par exemple, moi, je supporte pas les cris. Enfin, il y a des gens où ils en foutent du brouhaha, du bruit et tout ça. Moi, j'ai un problème. Les cris, les crises de pleurs ou quoi, ça me tape sur les nerfs. Mon mari, c'est la même. Moi, je peux pas. Mais alors, il y a des fois où je suis en forme et tout, j'arrive à gérer le truc. Si j'ai un petit de 4 ans qui fait une crise pour X ou Y truc, mais il y a des fois, tu perds ta patience. Oui, c'est très bien. Alors, il faut que tu fasses des exercices de respiration, que tu t'achètes des boules caisses. Je blague pas. Moi, je les mets. Il y a eu des moments dans ma vie où je les mettais quasiment tous les jours, les boules caisses. Au bout d'un moment, je suis dans un cadre, parce que moi aussi, je suis très sensible au bruit.
Et quand il y a trop de cris, mais en même temps, c'est des garçons. Enfin, à l'époque, j'avais que des garçons. Je ne pouvais pas leur dire arrêtez de jouer, en fait. Mais c'était... Donc, je mettais mes boules caisses. Je me mettais à cuisiner. Maintenant, Arnaud, il m'a offert des oreillettes... noise cancelling. Donc, j'oublie toujours de les charger, donc je ne les mets pas très souvent. Mais de temps en temps, je les mets et tu te mets une petite musique relaxante ou du piano classique, un truc, enfin, je sais pas, un truc qui te parle ou alors des musiques de quoi. Et du coup, bye Mélissa. Et du coup, voilà. Bye, merci beaucoup. Continuez bien. Merci. Bye. Tu mets ta propre limite, encore une fois. Non, mais genre, si tu as un enfant, un petit, quoi, un toddler de 4 ans qui fait une crise pour rien, quand tu vas le laisser le jeter par terre et toi, tu vas mettre une caisse et tu vas dire de toute manière, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu lui dis, tu t'assois à côté de lui, éventuellement, tu lui dis, maman n'est pas prête à entendre ces cris. Je comprends, je te comprends. Tu es frustrée? Est-ce que tu es frustrée, chérie? Il ne te répond pas, c'est pas grave. Tu es frustrée? Pourquoi est-ce que tu tapes les pieds comme ça? Tu ne te sens pas bien? Tu veux me faire comprendre quelque chose? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Dis-moi, chérie. Non, en général, c'est parce qu'elle a faim, tu vois, je sais, c'est parce que... Alors, si elle a faim, tu dois prévenir ça. Oui, c'est ça. Il y a des choses que tu dois prévenir. Le problème, c'est qu'elle a un rythme qui n'est pas forcément le sien. Parce qu'elle a des grands frères et grandes sœurs. Donc, elle suit peut-être aussi le rythme. Moi, je sais, moi, j'ai ça aussi avec Sarah Simpra. Que parfois, vers 7 heures, s'ils avaient été mes autres enfants, à 7 heures, elle aurait été au lit. Mais là, elle n'est pas du tout au lit. Donc, c'est pas possible. Donc, elle a faim. Alors, il faut que tu prévois de lui donner à manger avant ou de la mettre au lit. Manger avant, tu vois, mais après, tout d'un coup, j'ai faim. Ça y est, c'est trop tard. Il y a des choses que tu peux prévoir. Mais alors, la crise de nerfs parce qu'elle a faim, c'est pas quelque chose que tu peux régler, en fait. Il faut lui donner à manger. C'est tout. Mais tu peux la laisser faire son... Elle va se calmer, voilà. Si tu viens dans ta chambre et tout, des fois, je ferme la porte fermée, tu te calmes, tu sors, tu es calme. Et ben Et ou faim ou fatigué. Ou fatigué parce qu'il va dormir. Ouais, c'est sûr. Je vais prendre ton crayon 2 secondes, je vais juste noter où on en est. Ça, on est là. C'était super bon, je trouve. Moi, je vais prendre en photo. C'était très bon. Je sais pas, je l'avais acheté cet été à South Florida Kosher et j'en ai repris il n'y a pas longtemps. Mais c'est très bon, Ça, c'est Kirkland. Ça, je crois que je les ai commandés chez Costco. Esther, merci beaucoup. Ben non, avec plaisir.